Bonjour! Alors aujourd'hui, j'ai choisi un thème un peu particulier pour cette vidéo. Je souhaitais aborder l'hypersensibilité. Pourquoi? Eh bien parce que, sans m'être fait diagnostiquer, je pense clairement être hypersensible. Alors vous vous ferez votre propre opinion, d'après tout ce que je vais pouvoir aborder. Je vais y aller un peu au feeling, c'est de la totale impro. Mais je sais qu'un sujet en amène à un autre. D'ailleurs, vous allez peut-être me voir me disperser toute seule. Et peut-être que vous connaissez aussi cette particularité. C'est qu'en fait, on est tellement passionné par ce qu'on raconte que ça part dans tous les sens. Je crois en la couleur rose. Je crois que rire est la meilleure façon de brûler des calories. Je crois au baiser, beaucoup de baisers. Je crois qu'il faut être forte quand tout semble aller mal. Je crois que les filles joyeuses sont les plus jolies. Je crois que demain est un autre jour. Et je crois au miracle. Audrey Hepburn. Moi, c'est Perrine. En perpétuelle quête de bonheur et de sourire, je vous partage ici un bout de mon univers. Car votre sensibilité, vos rires, vos belles pensées, vos joies et vos peines, je les reçois et je grandis chaque jour un peu plus avec. À travers mes vidéos, je vous invite à oublier les soucis et à sourire rose, comme moi et avec moi. À penser à vous, à ouvrir encore plus grand les yeux sur les belles choses de la nature et de la vie tout simplement. Alors en fait, pour tout vous dire, ça fait pas bien longtemps que j'ai découvert alors comment on peut appeler ça, ce trait de personnalité. J'ai découvert à travers ma plus jeune fille que j'ai suspecté d'avoir cette particularité, on va dire, je sais pas comment on nomme ça exactement, hein. C'est pas un diagnostic parce que c'est pas une maladie, c'est une façon d'être, un tempérament. Ma fille a toujours été plutôt explosive, surchargée d'émotions et dans l'affect. Ça a toujours été assez intense et elle est particulièrement attachante. Il y a quelque chose en elle qui fait qu'on est... je sais pas, il y a quelque chose d'attachant. On voit ce côté émotion et... bref. Et j'ai voulu, ça fait un moment que je me penche sur est-ce que je dois la faire toujours entre guillemets diagnostiquer quelque part, qui je dois aller voir. J'ai notamment su qu'elle pouvait avoir un mal-être, alors un manque de confiance en elle. Je pense que c'est lié à cette hypersensibilité. Elle s'est toujours dévalorisée, elle a toujours eu l'impression en fait qu'elle ne valait rien, qu'elle était moche, que personne ne l'aimerait. Alors je me suis dit que ça pouvait venir de ses camarades d'école tout simplement. Elle n'avait qu'une seule copine officiellement et je sais que les petits camarades depuis son entrée à l'école, il n'y avait pas que des gentils quoi. Et ma petite pour le coup c'est une grande gentille, vraiment innocente. Enfin innocente, elle devient malicieuse, elle grandit, elle devient malicieuse. Mais pour le coup, au niveau... elle est tellement naturelle en fait qu'elle ne voit pas forcément le vice autour d'elle. Et petit à petit, elle a appris à se méfier des autres et justement à penser que le vice était partout. Et à perdre confiance en elle. Et on a commencé l'école à la maison. Et je ne regrette absolument pas ce choix, contrairement à ma plus grande fille qui s'en fichait un peu finalement d'être en école à la maison ou en école classique. Ma petite s'est presque jetée à mon cou quand je lui ai proposé l'option école à la maison. Sans trop savoir le concept, mais que maman me fasse l'école plutôt que j'aille à l'école, ah oui, carrément. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à la comprendre et à voir tout ce qui se passait. Et comment ça pouvait éventuellement se passer à l'école, entre ses relations, son travail, parce que elle travaille, je pense, un peu différemment d'autres. Elle est, je pense, un peu plus au ralenti, donc il faut s'adapter à son rythme. Pour comprendre, il lui faut des astuces. J'ai peur qu'elle aurait pu, d'ailleurs, si elle avait continué, être noyée un peu à l'école.
qu'on passe trop vite d'un programme à un autre sans qu'elle ait eu le temps de bien comprendre, de se poser dessus. Et comme elle a la peur de l'échec, qu'il faut surtout pas qu'elle n'arrive pas à un exercice, sinon c'est un trop plein d'émotions. Elle n'arrive pas à canaliser ça, donc si jamais elle sent qu'elle n'y arrive pas, les nerfs commencent à monter. Et il faut réussir à la tempérer, à la calmer. Et voilà, l'école à la maison m'a permis vraiment beaucoup de discerner ça, de comprendre ça, et vraiment, je sais qu'on a encore une année à faire. J'aimerais que ça puisse se poursuivre si besoin. Donc normalement, plus le choix avec la nouvelle loi, elle devrait rentrer en CM1 à l'école l'année prochaine. Bon, c'est pas un mal non plus qu'elle reprenne en CM1, CM2 pour se préparer à retrouver justement les camarades et avant la grande étape du collège pour que ce soit pas brutal, parce que là on passe vraiment du tout au tout. Et je me dis qu'elle sera peut-être prête justement pour le CM1 parce qu'on aura vraiment beaucoup travaillé sur le relationnel avec les autres. Grâce à l'école à la maison, je lui ai fait faire plein d'activités extérieures, rencontrer plein de nouvelles personnes avec lesquelles elle a partagé un moment agréable, un moment de créativité. Elle a pu avoir des liens avec des gens, même des gens qu'elle ne connaissait pas, et avoir l'impression de se faire des nouveaux copains à chaque fois. Ça l'a vraiment débloqué au niveau relationnel, alors que visiblement c'était un problème jusque-là. Et donc on va continuer de travailler là-dessus pour qu'elle n'ait plus peur, de lui expliquer un peu le comportement des autres et tout ça. On a déjà vu le sujet qui était... Alors je sais pas si c'était au programme, mais en tout cas c'était dans le manuel qu'on avait, c'était très bien, sur le harcèlement scolaire. On a pu aborder la gestion des émotions. Alors gestion, c'est pas le bon terme, c'est pas bien gestion des émotions, mais apprendre à reconnaître ses émotions et travailler avec. Et puis voilà, se préparer à tous les comportements qu'elle pourrait rencontrer et qu'elle sache s'adapter en fait. Parce que elle a un naturel tellement gentil, tellement doux, tellement innocent qu'elle pourrait se faire avoir. Elle pourrait se faire marcher dessus assez rapidement si l'on détecte qu'elle puisse être potentiellement faible. Vous savez, au collège, je l'ai vécu aussi. Vous avez souvent le clan des forts, le clan des faibles, et vous avez les neutres au milieu. Alors les neutres, tout va bien, ils s'adaptent à tout le monde, ils sont pas méchants. Mais vous avez le clan des forts, c'est ceux qui repèrent justement les plus faibles, c'est ceux qui prennent le dessus, alors que les gentils, ils se font marcher dessus, quoi. Donc déjà, peut-être qu'à travers ce que je vous dis de ma fille, vous comprenez un peu certains traits de personnalité de l'hypersensibilité, parce que nous ne sommes pas diagnostiqués, mais c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. J'en suis convaincue. Et plus j'y repense, plus je me dis, ça date déjà de la naissance pour ma petite. Elle l'était, et on l'a su dès le premier jour. Elle n'était pas comme les autres. Et même l'hôpital était surpris de voir à quel point elle avait besoin de sa maman et on ne pouvait pas l'en séparer. Et exceptionnellement, il avait fallu me la mettre dans les bras parce que son lit de verre collé à mon lit et ma tête collée au carreau ne suffisait pas. Elle avait besoin de la proximité avec sa maman. Alors, vous allez me dire, c'est normal qu'un enfant fasse du pot à pot et tout ça dès la naissance. Oui, mais apparemment, c'était surprenant parce que j'étais très très épuisée. Elle était épuisante en fait, dès le début. Alors que la première était relativement calme dès la naissance. Et du coup, j'avais demandé un peu de secours, alors que je n'avais pas fait pour la première, mais j'avais demandé un peu de secours pour l'emmener en nurserie un petit peu, pour que j'arrive à dormir un peu, tellement c'était dur après l'accouchement. Et elle a hurlé pendant 2 heures dans la nurserie. C'était la seule qui hurlait. Et tous les autres bébés arrivaient quand même apparemment à dormir. En tout cas, elles n'avaient pas pleuré. C'était déjà bien. Et la sage-femme est venue me ramener la petite en me disant « Écoutez, je suis désolée, je crois qu'on n'y arrivera pas. Ça fait 2 heures qu'elle hurle non-stop. Elle veut sa maman. » Et effectivement, et elle m'a dit exceptionnellement « Je vous la mets sur vous. Faites bien attention, quoi. » Et je l'ai gardée sur moi dans le lit et effectivement, c'était la seule solution. Et dès que je la remettais dans le lit en verre, si elle dormait, ça allait, mais elle avait du mal à s'endormir. Par contre, si elle dormait pas, méga frustration. Et c'était marrant, et je revois cette petite bouille, je revois la situation, et je me dis, elle était déjà tellement dans l'affect. Est-ce que c'est normal ou pas pour un petit bébé? Quand je compare à sa sœur,
Il n'y avait pas ça. Alors vous, je ne sais pas, quelle est votre expérience à ce niveau-là, comment ça s'est passé pour vous. Mais en tout cas, c'est très très mignon. Ces images resteront dans ma tête, j'espère, le plus longtemps possible, parce que c'était vraiment mignon. Mais en y réfléchissant à toutes les étapes de sa vie, sa petite vie, j'ai ressenti ça tout le temps. Cet affect, cet amour qu'elle m'a donné, qu'elle donne à tout le monde. Dès l'instant qu'on lui montre qu'on l'aime, elle, c'est explosif. Finalement, moi, ça fait pas longtemps que je me dis, je crois bien que je le suis aussi. Je crois bien qu'en fait, ça vient de moi. Je pensais à son papa, parce que son papa, c'est pareil, il a des tempéraments assez excessifs et des sens plutôt aiguisés. Et je me dis, la boule de nerfs, ça vient de lui. Et puis en y réfléchissant, je me dis, mais moi aussi, je suis une boule de nerfs, mais pas dans le même genre. Je suis une boule de nerfs, mais intérieure. Voilà, contrairement à lui et elle, qui extériorisent, c'est tout de suite le trop plein d'émotions doit ressortir. Moi, j'ai plutôt intériorisé, mais je me dis, mais qu'est-ce que je cumule comme souffrance, en fait? Tout ce que je ressens, de partout, c'est assez incroyable, et je vis avec ça. Et je me rends compte que depuis quelques années, je me libère de ça, en fait. Ça y est, j'ai beaucoup de choses à libérer. Beaucoup de choses à libérer, et plus je me libère, et plus ça devient naturel, et plus je me dis, mais j'ai des choses à libérer en permanence, en fait. Je me sens agressée par tellement de choses qui ne devraient pas. Je me dis, c'est souvent inutile, hein, mais c'est des prises de tête, Et donc j'ai réfléchi à tout plein de trucs sur moi, et je me dis, mais en fait, si ça venait pas plutôt de moi, son anxiété, tout ce qu'elle a du mal à canaliser, finalement, je suis pareil. J'ai beaucoup de craintes, d'angoisse, de réflexions, de choses qui passent pas. Et pourtant, je suis pas une râleuse, je suis positive dans ma vie, je suis vraiment positive. D'ailleurs, ouais, c'est pareil, quand je donne. Et c'est pas à demi-mesure. Tout comme d'ailleurs, quand je veux quelque chose, si je veux quelque chose, je le veux d'un coup, et je le veux maintenant. Et je me rends compte que ça amène un petit côté capricieux, c'est que si je n'obtiens pas le truc que j'ai vraiment très envie, mais j'ai une frustration et je vais la faire ressentir. Et je me dis, mais ouais, ça doit être assez lourd quand je suis comme ça. Quand je veux quelque chose, je le veux, ouais. Et en plus, quand je veux quelque chose, en général, c'est pas quelque chose de simple, petit, facile. J'ai toujours dans la tête tellement d'idées, tellement de trucs, peut-être d'ailleurs farfelus. J'en ai de partout et j'aime bien mes idées en général. Je trouve toujours que j'ai des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Et j'aime pas trop ce qui est pas ordinaire. Non, j'aime pas trop ce qui est ordinaire en fait. Je mélange tout. J'aime pas trop ce qui est ordinaire. J'aime vraiment aller chercher, creuser et trouver des trucs uniques. Ah ouais, j'aime ça. J'aime ce qui est unique. Voilà, c'est ça. J'aime ce qui est... c'est pour ça que j'aime beaucoup l'artisanat. J'aime beaucoup faire appel à des personnes qui font leurs propres objets, qui ont leurs propres techniques, leurs propres expériences, même dans le domaine du bien-être. Je trouve qu'un praticien en bien-être, au-delà de sa formation, j'aime m'intéresser à sa personnalité, savoir comment il est, ce qu'il a à transmettre, est-ce qu'il n'a pas plus à transmettre que ce qu'il a appris. Voilà, comme je vous disais, je pars dans tous les sens. Mais par exemple, moi, qui suis devenue naturopathe et conseillère en psychologie positive, j'ai beaucoup à donner, à transmettre. Quand je reçois une consultante, que je la connaisse ou que je ne la connaisse pas, c'est toujours un moment de partage et de confiance mutuelle absolument génial. Il y a plus qu'une consultation, je ne suis pas simplement en train de lui prodiguer mes conseils, je lui dis tout ce que je peux, des fois j'ai mes propres vécus, donc il y a un échange, et puis je vois que cet échange marche parce que comme on s'entend bien, les anecdotes peuvent amuser, peuvent aussi donner des exemples. Je vais plus loin
D'ailleurs, je vais vraiment plus loin parce que je transmets tout un univers. Mon cabinet Souris et Rose, c'est un cabinet shabby chic que j'ai d'ailleurs absolument... J'en rêvais, je l'ai fait... mon mari l'a construit, a construit mon rêve. J'ai aménagé toutes les décos, j'ai fait mon petit coin de paradis et c'est un concept c'est pas un simple cabinet de naturopathie, on n'est pas dans quelque chose de formel avec une table de massage, un bureau, dans un cabinet médical ou dans une pièce austère. Je trouve que la majorité des pièces des thérapeutes ressemblent à des pièces de médecins. Je trouve ça plutôt austère et je pense que ça fait partie de ma personnalité, peut-être atypique, je sais pas. C'est de vouloir toujours faire plus. Et je me voyais vraiment pas être dans un cabinet neutre. Où la déco a l'air bien, regardez, c'est tout nouveau, tout beau, les peintures sont refaites, j'ai mis un tableau zen au mur. Non, ouais, peut-être que ça correspond un peu à la naturopathie, mais ça correspond pas à ce que moi je veux transmettre. Moi, c'est la vie en rose, c'est pas que la naturopathie, c'est le bonheur à l'état pur. Et rien que dans mon petit cocon qui est un petit peu unique, il est unique, il est même complètement unique, hein, on l'a créé nous-mêmes. Le fait que les personnes rentrent, soient surprises, s'y sentent bien, mais comme dans aucune autre pièce finalement, parce qu'elles n'ont jamais été dans une pièce comme ça. En fait, c'est pour dire que dans ma vie, c'est toujours tout plus. Il faut que ce soit plus. Alors j'aime bien imaginer des choses grandioses. Des fois, c'est pas réaliste. Et du coup, ça déborde un peu trop dans ma tête. Et puis comme viennent des idées, je m'arrête plus. Puis je réfléchis tout le temps. Il faut toujours que je réfléchisse. En plus, mon mari est fortiche à ça aussi. Toujours l'envie de nouveaux projets. On n'en a pas encore commencé un, qu'on en a déjà 5 qui nous attendent. Alors pour le coup, on s'entend assez bien à ce niveau-là, parce qu'on est tous les deux très enthousiastes. Mais après, moi, je me dis plutôt, est-ce que c'est réalisable tout ça? Parce que, oulala, tu veux ça, plus ça, oui. On adore rêver, c'est génial. Mais il y a un moment, il va falloir se calmer quand même. Il y a le côté excessif dans l'hypersensibilité, je pense. Je pense que mon hypersensibilité s'est révélée avec la maladie. Je devais déjà l'être avant, mais je ne le savais pas. Parce que la maladie m'a permis de faire un break, J'étais en arrêt maladie 2 ans. Et c'est à partir de ces 2 années que j'ai compris ce qu'était la vie en fait. J'adorais mon travail avant, hein, mais j'étais très impliquée dans mon travail, je passais mes journées dedans, et je voyais pas ce qu'il y avait autour. Et il a fallu finalement que je tombe malade pour voir tout ce qu'il y avait autour de moi. Et le repos donc m'a été une grande aide, revoir toute mon hygiène de vie, ça m'a permis progressivement d'aller mieux en fait. Et ça m'a passionnée en fait, d'aller moi-même mieux et d'aider les gens en même temps. Ça m'a passionnée, ce qui a fait que je me suis après lancée professionnellement parce que j'avais tant à donner. C'est pareil, je pense que c'est une caractéristique vraiment d'hypersensible, c'est de vouloir donner. Alors on peut pas donner, je peux pas donner beaucoup, je peux pas donner physiquement. Par contre, si je peux donner des conseils, c'est déjà beau, je trouve. Est-ce qu'on est hypersensible dès la naissance, du coup, à votre avis? Pour ma fille, moi j'ai envie de dire que c'était sûr. Et que donc il peut y avoir un héritage familial au-dessus. Est-ce que je l'étais moi depuis le début? Il faudrait prendre du recul sur ma vie, comment j'étais avant. Il y a plein de choses dont je me souviens plus. Mais j'ai toujours été réservée. Je ne sais pas, je pense que ça s'est révélé vraiment depuis la maladie, mais je l'étais peut-être déjà, c'était renfermé en fait. C'est au fil de tout ce que j'ai pu libérer, et notamment toujours par le biais du repos, du changement d'hygiène de vie, de tout ce que j'ai pu comprendre en fait. Il y a eu une vraie libération et malgré qu'il y ait eu cette libération, je peux toujours souffrir de cette hypersensibilité. Toujours tout prendre trop à cœur, inutilement, sur des sujets bêtes, ou même des gens qui vont se quereller entre eux sur les réseaux sociaux.
Le sujet va, je sais pas, va m'interpeller, ça va me bouffer, je vais vouloir intervenir, et j'avais peut-être pas besoin d'intervenir parce que j'ai donné de mon énergie inutilement en rentrant dans une espèce de querelle où je risque de m'en prendre plein la tronche aussi, finalement, en voulant essayer de calmer les tensions. Voilà, c'est un truc que j'ai du mal. En fait, j'ai du mal avec le lâcher prise en général. Et pourtant, je sais ce que c'est que le lâcher prise et je l'enseigne moi-même parmi les techniques, évidemment, de naturopathie. Donc, je sais ce que c'est, je sais comment travailler dessus. Mais je pense qu'un hypersensible n'y arrivera jamais. C'est à vie. Ça nous prend à cœur, donc on sait qu'on doit travailler dessus, donc tous les jours on travaille dessus. Est-ce qu'un jour on arrive à s'en sortir en mettant les grands moyens? Oui, je pense. Ou avec le temps. Mais on est tellement à fleur de peau, on se sent concerné par tout, rapidement, on peut être affecté par des situations qui ne nous concernent même pas directement, voilà. Ça, c'est dommage. Et alors du coup, quand on est directement concerné, alors là, c'est l'agression directe, c'est susceptibilité. Et heureusement, voilà, que je sais qu'il faut travailler là-dessus. Faut pas non plus se remettre tout le temps en question, mais faut savoir travailler sur le recul et sur finalement qui s'est un peu trop emporté. Quand je parle d'hypersensibilité, je pense aussi beaucoup aux relations avec les autres. Je ne sais pas si vous, en tant qu'hypersensible, ou si vous vous interrogez dessus, comment ça se passe pour vous, les relations avec les autres. Disons que, depuis toute jeune, je disais toujours j'aime pas les gens, j'aime pas les gens. Je suis restée longtemps avec j'aime pas les gens. Et chose assez incroyable, j'aimais pas les gens au point d'avoir peur d'aller chez eux, d'appréhender des situations qu'il n'y avait pas forcément à appréhender. C'était encore plus dur d'aller chez des copains de mon mari au début, quand on a commencé ensemble, parce que je les connaissais pas trop. Et ceux que je connaissais, je voyais bien qu'il n'y avait pas... C'est pas que ça matchait... C'est pas que je les aimais pas, en fait, il n'y a aucun problème avec ça. Je pouvais aimer ses copains. Mais j'arrivais pas à rentrer... il se passait rien avec moi, en fait. Je me sentais sur le banc de touche. Et ça a été une situation très difficile à vivre parce que je me rendais malade à chaque fois qu'on devait faire une sortie. Et j'ai été longtemps comme ça. Et j'ai fini par être mal, et limite à me détester, de me dire mais pourquoi je me mets dans des états pareils. Mais en y réfléchissant, je savais que j'allais passer plusieurs heures assise sur un canapé avec des gens qui feraient leur vie et moi j'en serais en dehors. Il y a ce côté, je me sens pas comme les autres et donc du coup j'ai rien à faire là. J'en suis même pas bien quoi. Je ne suis pas bien d'être ici, je suis pas à ma place. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de personnes finalement avec qui je me sentais à ma place. Et j'avais cette trouille de l'ennui, tout simplement de l'ennui. De passer des heures à rien faire, mais je pense que ça peut se comprendre, hein. Je pense que ça peut se comprendre. Alors avec le temps, ça s'est calmé. Au fil de mes rencontres, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais je suis toujours restée comme ça, j'ai toujours été réservée. Mais ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'en fait, c'est pas juste j'aime pas les gens. C'est en fait une petite nuance que j'ai comprise avec le temps. Je n'aime pas la majorité des gens, tout simplement parce que je les comprends pas en fait. Je ne comprends pas les gens, comme s'il fallait chercher à les comprendre en fait. Je les comprends pas, j'arrive pas à être... Ça manque d'osmose, je sais pas comment définir le truc. Mais donc dès l'instant que je les comprends pas, je reste en retrait. Et là je vis un mauvais moment. Vraiment un mauvais moment. Mais par contre, si je rencontre des gens avec qui ça match, ah bah là, ça change tout. Et peu importe comment sont les personnes, hein, ça match ou ça matche pas. Et des fois, c'est juste... c'est direct au ressenti, direct à l'observation. J'observe beaucoup. Je passe mon temps à observer, analyser. C'est invivable, hein, des fois.
Il faudrait que ça s'arrête. Mais je travaille dessus. Je travaille dessus. Mais du coup, je peux me retrouver dans une pièce, et au lieu de faire comme tout le monde, essayer de faire connaissance tout bonnement, non, moi je rentre dans cette pièce, je regarde tout le monde, et je vois avec qui ça va matcher ou pas. Et alors, quand ça matche pas, ça matche vraiment pas. Hein, alors je peux rester neutre, hein. Mais j'ai un problème avec ces personnes, que je ne définis pas forcément. Et quand ça match, oh là là, mais alors là, qu'est-ce que j'ai à donner? J'ai tant à donner et tant à recevoir. C'est ce fameux trop-plein, c'est que je peux être facilement fusionnelle. Quand je vois déjà avec mes filles ou mon mari, j'ai toujours une espèce de côté possessif avec mon mari. Au début, ça a pu être étouffant, ça a pu être problématique. Et j'ai pu en prendre conscience aussi avec le temps. Mais je me rends compte que je suis comme ça. J'ai beaucoup d'amour à donner, j'ai envie qu'on me le rende, il y a une frustration si on me le rend pas comme j'aurais aimé qu'on me le rende, alors qu'en fait, souvent, c'est mal interprété, patati patata. Mais du coup, quand je rencontre une personne et que j'ai l'impression que je peux refaire le monde avec, qu'on a le même état d'esprit, oh, alors là, ça y est, là, j'aime les gens. C'est particulier. Hein. Et quand ça passe pas, ben ça passe pas. Et il vaut mieux que j'évite de voir ces personnes parce que ça me bouffe intérieurement. Ça me bouffe. C'est incroyable. Et j'ai du mal à être neutre. Donc, quand il n'y a pas le choix, je suis neutre. Mais il va y avoir quelque chose à libérer après, quoi. Et c'est là qu'il faut faire méditation, sophrologie, rejeter le négatif. On rejette le négatif. Mais effectivement, moi tout ce que je veux c'est partager, quoi. Je crois que c'est vraiment le mot d'ordre. Mon état d'esprit, c'est le partage. C'est que j'aimerais tellement que tous les gens soient... qu'il y ait plus d'harmonie en fait. Après, j'ai regardé une vidéo de Fabrice Midal qui disait on peut pas se retrouver que entre hypersensibles, ce serait ennuyeux. Vaut mieux se retrouver mélangé à toutes sortes de personnes quand on est hypersensible et voir de tout. Et moi je suis pas tout à fait d'accord en fait avec ça parce que, au niveau de mon ressenti, parce que vraiment je suis mal à l'aise avec de tout. Je me sens super bien quand je me sens avec des personnes hypersensibles ou des personnes qui me comprennent. En tout cas, parce que ça c'est super important, c'est se sentir compris quand on a l'impression d'être un extraterrestre. Et du coup, être mélangé à des gens, moi en général, j'en souffre. C'est terrible, hein, mais j'en souffre. Et je pense que je suis bizarre, et je sais pas si je me trompe, mais je pense que je suis bizarre et que on doit pas trop bien me cerner des fois, on peut me penser un peu folle. Ce qui n'est peut-être pas faux non plus. Hein. J'ai quelques petits côtés psychiatriques peut-être à revoir. Mais il y a quelque chose qui me bloque entre le fait de me sentir extraterrestre, bizarroïde, et le fait d'avoir en face des gens qui ne le sont pas assez. Je sais pas. Mais donc paradoxalement, il y a un côté j'aime pas les gens, et il y a un côté j'aime les gens, qui est là effectivement le fait de vouloir donner. Je veux donner à certaines personnes, j'adore donner pendant mes ateliers, mes consultations. En fait, si la personne a besoin d'aide, et qu'elle n'est pas malveillante, je vais lui rendre tout ce que je peux, quoi. Je vais donner de ma personne. Après, c'est évident que si une personne malveillante veut profiter de moi ou quoi que ce soit, je suis pas dupe. Et là, non. Non, je sais, justement, je discerne. J'ai mes petites antennes sur la tête et je discerne assez facilement quelles sont les intentions, comment peut être la personne. Et hors de question que je me fasse avoir. Ça m'est déjà arrivé, mais je suis devenue vraiment méfiante parce que justement, le genre humain, je m'en méfie en fait.
Je me mets dans ma petite bulle de protection régulièrement pour oublier les comportements du genre humain. Ça c'est pareil, c'est une souffrance. Hein. Le fait de devoir se méfier des gens, de ne pas réussir à se confier facilement, il faut qu'on fasse attention tout le temps, il ne faut pas se confier facilement. Et c'est bien d'avoir un instinct, une forte intuition pour ressentir déjà à l'avance. Des fois on se trompe, des fois l'intuition n'était pas bonne. Ça arrive, il faut vraiment savoir prendre le recul sur soi. Mais en général, je pense que la majorité des hypersensibles fonctionnent à l'intuition. Et même des fois sans parler à la personne, il y a quelque chose qu'on ne sent pas. Et des fois en lui parlant, elle nous montre un visage et derrière, on ne le sent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi, on n'arrive pas toujours à le définir, et voilà. Mais le problème, c'est que on va tout le temps s'interroger là-dessus, quoi. Sur, au lieu de ne pas se poser de questions et de discuter et de côtoyer des gens, on va s'interroger sur les gens, sur les relations, sur est-ce que... Et on part dans des... Ça fume hein, là-dedans. Ça fume et souvent inutilement. Enfin, je pense. Est-ce qu'on est dans le vrai ou est-ce qu'on va trop loin? Mais alors c'est marrant parce que j'ai même l'impression de ressentir des personnes qui pourraient ne pas m'aimer. C'est comme s'il y avait une gêne mutuelle au moment de la conversation. Moi, je dois parler de façon gênée et j'ai l'impression que la personne en face est réceptive. Alors soit elle est réceptive à ma gêne, soit elle ressent la même chose en face. Et là, du coup, pour moi, c'est direct. Il y a une gêne entre nous deux. Il y a un truc qui va pas. Et ça dépend des fois. Des fois, ça peut être simplement qu'on se retrouve face à une personne réservée aussi, et il y a deux réservés ensemble. Elles peuvent avoir énormément de choses à partager, énormément de choses sur le cœur. Il y a une espèce de petite réserve, et ça c'est mignon. Ça c'est mignon. Quand on sent pas de mal derrière, c'est mignon. Mais on se dit, mais bon sang, je peux pas me dérider un peu là, je pourrais pas, parce que ça se passe très bien avec cette personne. Voilà, je crois que j'ai déjà fait un petit tour pour ma part de ce que je peux vivre, de ce que peut être l'hypersensibilité, donc qui pour moi aurait été d'abord révélée par ma fille. Finalement, c'est souvent quand on recherche ce que nos enfants ont qu'on se rend compte qu'ils héritent de nous. Et qu'en y réfléchissant, on se dit, ah d'accord, ok. Et ensuite, c'est tout ce temps que j'ai pu avoir pour moi qui a pu me permettre de comprendre. Tiens d'ailleurs, pour conclure aussi, ce fameux temps quand on l'a pour nous, ça c'est pareil, c'est pas que du positif. On a tellement de temps à tuer qu'on réfléchit. On réfléchit, on pense à plein de trucs, on pense. Et c'est comme ça qu'on se triture le cerveau des fois inutilement. Si on avait plus d'occupation, on aurait moins de temps de penser des fois à des trucs qui nous font du mal inutilement. Donc il faut vraiment penser à s'occuper, sachant qu'en plus, nous, quand on est lancé dans des trucs, on peut être passionné. Quand on commence un truc, on veut le finir, on veut cette satisfaction d'aller jusqu'au bout. Quand je me lance dans une création, effectivement, je la commence, je la termine. Je pourrais pas la laisser en plan. Hors de question que je la laisse en plan. Faut absolument que je la termine. Quand je commence une consultation et que j'attaque le bilan derrière, faudrait pas que je m'arrête, c'est tellement... à chaque fois, c'est tellement excitant, à chaque fois, au fur et à mesure que je continue mon programme et tout, que j'aimerais ne pas m'arrêter, mais j'ai pas le choix. Faut savoir s'arrêter. Parce que justement, ça fatigue, ça nous épuise. On s'épuise tout seul. Voilà, je crois donc avoir fait un bon tour de ma folie furieuse. Voilà, si jamais... vous êtes retrouvés dans tout ce que je vous ai dit complètement en vrac. Si jamais vous vous interrogez aussi, n'hésitez pas en commentaire à me parler de votre propre cas ou d'un cas autour de vous, de vos interrogations. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez. Suis-je bien hypersensible ou est-ce juste un petit grain de folie? Est-ce que vous vivez toutes ces situations-là ou juste certaines? Est-ce que vous
vous ressentez d'autres choses plus intensément, comme vous savez, l'essence développée. Moi je sais que je supporte plus beaucoup de bruit. Avant ça allait, hein. Maintenant ça passe plus beaucoup, mais je suis devenue fragile parce que je suis malade aussi. Donc j'ai les oreilles sensibles, je peux avoir très mal aux oreilles. Mais c'est vrai que l'ambiance, je supporte pas la foule, je pourrais faire un malaise au milieu. Alors l'odorat, je peux pas trop... J'ai plus d'odorat à cause de mes maladies, j'ai presque plus d'odorat. Et c'est pas cool d'ailleurs. Mais pourtant j'arrive quand même des fois à sentir des odeurs. Et quand je sens une odeur, là par contre, je me concentre vraiment dessus. Je donne tout ce que je peux pour réussir à la sentir, mais à ce moment-là, elle est insupportable. Alors que ce soit du parfum ou une odeur d'égout, c'est pareil. C'est trop, ça passe pas. Voilà, donc ça c'est vrai que je sais que c'est des particularités, c'est toujours trop de tout chez les hypersensibles. Mais il y a certaines nuances, voilà, en fonction des personnes. Donc tout le monde ne ressent pas tout, c'est comme dans les maladies d'ailleurs. Tout le monde n'a pas... On peut avoir une même maladie, mais pas tous les mêmes symptômes. Voilà, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, et si cette vidéo a pu vous être utile, vous me connaissez beaucoup mieux intimement. Je vous remercie de me suivre, cette vidéo est un petit peu différente de d'habitude. Elle entrecoupait les vidéos d'Espagne en ce moment. Prochaine vidéo, ce sera sur l'Espagne dans 2 semaines normalement. Et puis je fais une 3e vidéo sur l'IEF à la fin de l'été, donc qui montrera d'abord encore tout plein d'activités locales qu'on aura faites avec les filles, et que l'on terminera par un bilan, sachant que la plus grande rentre au collège là en septembre. Le bilan de, pour elle, cette année et demie d'IEF, pour la petite, où est-ce qu'elle en est aussi, et mon ressenti aussi vis-à-vis de l'IEF. Je vous dis à très bientôt, merci pour tout!